Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Alexandre, la motion déposée par Pierre Poilievre hier pour renverser le gouvernement va être votée tout à l'heure. Oui, ce sera voté aujourd'hui, bien que, on connaît quand même déjà l'issue de tout ça. Le Bloc québécois et le NPD ont déjà annoncé leur refus de faire tomber le gouvernement Trudeau. Mais ce qui est d'extrêmement intéressant là-dedans, Mario, c'est que dès demain, il y aura une autre fenêtre possiblement pour Pierre Poilievre pour déposer une deuxième motion pour forcer un vote qui viendrait mardi prochain. Est-ce que ce sera le moment où le gouvernement Trudeau va tomber? Est-ce que le Bloc québécois va réussir à faire des là, une des questions, c'est est-ce que Pierre Poilievre, je pense pas qu'il va mettre le mot à mot la même motion. Par exemple, s'il faisait une motion pour faire tomber le gouvernement, par exemple, sur la base qui est centralisateur. Ouais. Est-ce que là, le Bloc pourrait encore voter? Parce que là, on serait au cœur des enjeux du Bloc. Est-ce que là, ou même pour le NPD, est-ce que les conservateurs pourraient faire des formulations qui mettent plus mal à l'aise le Bloc ou le NPD? Mais en même temps, tu te dis, s'ils votent aujourd'hui pour ne pas renverser le gouvernement, ils vont-tu changer d'idée demain? Je pense pas, là. Probablement que le but de Pierre Poilievre, c'est de pouvoir dire, mettons, rendu en octobre, c'est incroyable, les bloquistes ont voté 8 fois pour sauver le gouvernement, donc de faire comme un nombre qui pour l'électeur moyen qui saisit pas toutes les nuances de la politique, se dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, le Bloc l'a fait 8 fois. Le français de la gouverneure générale Mary Simon, aussi, qui revient dans l'actualité aujourd'hui, elle a visité un organisme à Lévis, un comptoir alimentaire qui s'appelle Le Grenier. Lévis, là, dans la région de Québec, 99% de la population parle français. Et là, nos collègues du journal ont accompagné la gouverneure générale, ont observé un petit peu comment ça se passait. Mis à part, bonjour, vous allez bien, là. Tout le reste de la visite se faisait en anglais. Tout le reste des échanges se faisait en anglais. Trouvez-vous ça normal qu'après 184 heures de cours en français, des cours qui ont coûté 28 000 $ aux contribuables canadiens, la gouverneure générale, après 3 ans en poste, soit pas capable de dire plus qu'un « bonjour, vous allez bien ». Je suppose qu'elle n'a pas de facilité avec les langues. Mais là, Mario, je sais pas quoi te répondre d'autre. Je cherche une meilleure réponse. Une semaine sur un resort, sur un tout inclus là, au Mexique, là, puis on parle espagnol mieux que ça. On est capable de baragouiner plus que... chaud en plus. Une semaine sur un resort chaud, je suis capable de parler mieux espagnol que Mary Simon en 3 ans en français. Bon, mais je rappellerai qu'elle a été nommée par le gouvernement au départ sans ce qui était autrefois une espèce de condition, là, que tu nommes un gouverneur général qui devient le chef de l'État. Il faut s'en souvenir, techniquement, en théorie, elle est au-dessus de Justin Trudeau. Là. C'est la chef de l'État. Ça veut dire que c'est théorique, c'est pas en termes de vrai pouvoir, mais c'est quand même ça. Et avant ça, on disait, mais il faut qu'elle parle les 2 langues officielles du pays. Mais là, le français, c'est plus nécessaire dans le Nouveau-Canada. C'est ce que ça donne. Et tout le monde qui était sur le cas Nordvolt encore hier à l'Assemblée nationale. Oui, et d'ailleurs, tu parleras ce matin avec la ministre de l'Économie et de l'Énergie, Christine Fréchette, à 8h38 ce matin. Elle a d'ailleurs eu des communications avec la direction de Nordvolt qui s'est fait rassurante dans les circonstances. Le premier ministre parle toujours de risques calculés pour faire du développement économique. Et là, il y a toute la question du 300 millions de $ supplémentaires en capital action à la maison de Nordvolt qui sera éventuellement versé. Mais ce que le PM dit, c'est que les critères ne sont pas là en ce moment, c'est-à-dire la construction de l'usine et le financement privé de l'entreprise. On ne répond pas aux critères actuellement. Et à surveiller aujourd'hui, Mario, en toute la saga du cabaret La Tulipe, il y aura un point de presse de la Ville de Montréal à 11h30 ce matin. Ça survient donc après ce jugement de la Cour d'appel qui ordonne à la salle de spectacle de cesser de faire du bruit. Alors, on comprendra que le cabaret ne peut pas poursuivre ses activités dans ce contexte-là. Et vraiment, là, il y a énormément de frustration en lien avec ce dossier-là épineux pour l'administration Plante. Et je te rappelle la belle victoire du Canadien en match préparatoire, 3-0 contre les Devils. C'est un 2e gain en 2 matchs. Début de Michael Pezzetta, 2 et 1 pour le capitaine Suzuki. Prochain match, c'est jeudi contre les Leafs à Toronto.
Isabelle, de ton côté, tu as de la belle visite en lien avec un roman qui sort quoi ces jours-ci? Oui, et ça sera disponible à compter de demain. Au fait, on la connaît comme journaliste aguerrie en 35 ans de métier. Et demain, son deuxième roman sera disponible, Funeste récolte. Elle est avec nous ce matin. Jocelyne Cazin, qui déjà arrivée à la station, a ouvert les journaux puis a dit, voyez-vous, on parle d'agriculture ce matin. Ça fonctionne avec mon livre parce que dans le livre, on parle de 5 travailleurs guatémaltèques embauchés par un fermier de Saint-Valérien de Milton qui disparaissent. Il y a 2 détectives privés, Blaise et Victor, qui vont mener leur enquête. Donc, vous comprendrez qu'on est dans le domaine de l'agriculture. Merci d'être avec nous ce matin. Mario, bonjour Isabelle. Mario, ça fait longtemps. Ben oui. Et je suis contente de te retrouver. J'ai déjà été l'invité dans tes émissions. Absolument. Mais là, on est romancière, dorénavant. Ben oui. Écoute, avant de parler de mon roman, c'est drôle parce que j'arrive toujours à faire l'actualité avec mes affaires. Ce matin, dans le Journal de Montréal, il y a le titre « Automne de rêve pour les légumes ». Donc, les agriculteurs sont contents. Ils sont contents grâce à qui? En grande partie grâce aux travailleurs temporaires étrangers qui forment une majorité d'employés. Écoute, il y a au-delà de 40 000 travailleurs temporaires étrangers au Québec. La majorité sont bien traités, ça c'est sûr. Mais il y a une minorité, comme dans n'importe quel domaine, il y a des trous de cul, excuse-moi l'expression. Alors, et c'est ce que raconte mon roman Funeste récolte. Donc, quoi, ils disparaissent à un certain point. Bon, alors, mon histoire, c'est l'histoire de 2 détectives privés, Blaise et Victor, qui vont devoir enquêter sur la disparition de 5 travailleurs temporaires guatémaltèques. Ils disparaissent d'une ferme qui est établie à Saint-Valérien de Milton. Tu sais, ça, c'est entre Montréal et Québec, près de Saint-Hyacinthe. Et là, ils vont découvrir des affaires épouvantables. Et on se demande si c'est une disparition volontaire, parce que dans la vraie vie, parce que mon roman, c'est une fiction réaliste, OK? Alors, je me suis basée... C'est une fiction avec une journaliste qui a vérifié ses affaires pour que ça soit plausible. Exactement. Beaucoup de travail de recherche. Il y a énormément. C'est vraiment la journaliste d'enquête qui a aidé la romancière que je suis devenue depuis une couple d'années. Donc, ce que j'allais dire, c'est que là, ils découvrent des choses épouvantables tout au long de leur enquête et on se demande si c'est une disparition volontaire ou ils ont été kidnappés. Ce qui arrive dans la vraie vie aussi. Alors, on entre dans le domaine, évidemment, des agriculteurs véreux, puis comme je disais, la majorité sont corrects dans la vie, mais il y en a des pourris. On entre dans le monde du dark web. Là, j'ai découvert des choses extraordinaires, fascinantes, épouvantables et vraiment effrayante. On entre dans le monde des agences de placement illégales, parce que ça aussi, ça existe vraiment au Québec. Et on entre, bien sûr... On est à la frange du trafic humain, là. Ben, c'est carrément du trafic humain. Et on entre dans le domaine de la criminalité, bien sûr, parce que là, il va y avoir évidemment des morts. Donc, c'est carrément une intrigue où il y a des sous-intrigues. Il y a des personnages principaux, Victor Delamarre et Blaise Lecor. Il y a Josette Labranche, qui est l'enquêtrice de la Sûreté du Québec, parce que là, il y a une autre histoire en parallèle qui va se dérouler, c'est-à-dire le meurtre d'un fermier véreux. Et là, on va se demander s'il y a un parallèle à faire ou une association. Est-ce relié? Est-ce que c'est relié entre la disparition des 5 travailleurs guatémaltèques et le meurtre de ce fermier? Mais là, conte-nous pas tout, là. Non, mais disons faut que les gens le lisent. Eh bien, non, mais attends, je vous compte rien, là. Je vous compte rien. C'est juste le squelette, là. C'est le squelette. Mais il faut dire qu'il y a eu quand même beaucoup de travail parce que vous avez fait appel à Karine Tremblay, qui est détective privée, Michel Pilon, qui est directeur du réseau d'aide des travailleurs migrants agricoles du Québec. Vous avez visité différentes fermes. Vous avez parlé avec Stéphane Gendron. Au fait, c'est celui qui a inspiré votre roman, en quelque sorte. Stéphane Gendron et Karine Tremblay m'ont inspiré ce roman parce que Karine Tremblay, détective privée de Tremblay Investigation, elle enquêtait, sur la disparition de travailleurs temporaires étrangers. C'est un mandat qu'elle avait eu d'une agricultrice. Puis elle me parlait de ça, puis je me disais, tabarouette, ça n'a pas de bon sens. Je savais même pas ça. Moi, j'étais loin de ça. Et il y a 2 ans, quand je présentais mon premier roman, Pire que l'éternité, j'étais invitée à 2 hommes en or et Stéphane Gendron présentait son livre aussi. Puis là, il s'est mis à me parler dans la pause. Il s'est mis à me parler de ce qu'il vivait et de ce qu'il voyait dans la région de Dundee, parce que vous savez, il habite dans cette région-là. La frontière de l'Ontario, des États-unis et du Québec. Exactement, là, ouais. Près d'Akwesasne. Et là, il me disait qu'il voyait, lui, des migrants illégaux passer avec des passeurs. Et là, j'ai passé une journée avec lui. Il m'a montré des marécages où se retrouvent des cadavres. Imagine des cadavres de migrants illégaux, des chaloupes
Guadeloupe qui arrive avec des passeurs et des migrants illégaux. J'ai passé une journée complète et évidemment, ça a forgé mon idée. Et là, je me suis mise à écrire un synopsis. J'ai présenté ça à mon éditeur Erwan Le Seul de Flammarion Québec parce qu'il voulait que j'écrive un deuxième livre. Le premier a bien été. Et ça a donné Funeste récolte. Et ça sort officiellement en vente demain? Demain, dans toutes les bonnes librairies, puis je pense que vous allez pouvoir le trouver en ligne également. Oui, puis il y a un lancement officiel aussi le 1er octobre, c'est à la librairie Monet aussi. Je sais que vous avez invité, entre autres, l'UPA là, pour engendrer une discussion. Ben, j'espère que les gens de l'Union des producteurs agricoles vont être là. Moi, je pense, ce livre-là, parce que, bon, vous savez, c'est sûr que je suis romancière maintenant, mais je me qualifie pas de vraie romancière, mais la journaliste d'enquête et la personne préoccupée par le sort du monde, j'espère que ce livre-là va éveiller des consciences et dire hey, ça n'a pas de bon sens. On est au Québec, là. On peut-tu traiter le monde comme des humains et non pas comme du bétail? Jocelyne, merci d'être passée nous voir. Bonne chance avec le livre et le lancement. Merci, Mario. Au revoir. Merci. Une autre vision de l'actualité.